Côte d'Ivoire, mon pays, pour un blanc vert, mon drapeau. La Côte d'Ivoire, mon pays, vivons ensemble. La Côte d'Ivoire, mon pays, pour un blanc vert, mon drapeau. La Côte d'Ivoire, mon pays, vivons ensemble. Jean-Michel Moulot. Que tu sois Dida, que tu sois Djoula, Baoulé ou Guéré, vivons ensemble. Que tu sois de la gauche, que tu sois de la droite, que tu sois de la gauche, vivons ensemble. Excellence Samuel de Paris. Union, discipline, travail, gagne. Vivons ensemble. Nos équipes, la Côte d'Ivoire, mon pays, vivons ensemble. 2424 Massachusetts Avenue Northwest, dans le district de Columbia. C'est là qu'est située l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire près des États-Unis d'Amérique. Ce samedi, l'événement qui s'y passe est la rencontre de son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, avec les Ivoiriens de la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis. Le chef du gouvernement ivoirien effectue une mission à Washington DC depuis le 19 avril 2017 et ce jusqu'au 23 avril dans le cadre de sa participation aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'est donc en marge de son programme très chargé que Monsieur le Premier ministre a décidé de rencontrer ses compatriotes dans la salle des fêtes de l'ambassade de Côte d'Ivoire. La fine pluie qui s'est abattue ce jour sur la capitale fédérale du pays de l'oncle Sam n'a pas empêché les membres de la communauté ivoirienne, venus nombreux de plusieurs États, dont la Caroline du Nord, la Virginie, Maryland, New York, l'Illinois, la Pennsylvanie, New Jersey, Delaware et du district de Columbia pour réserver un accueil chaleureux à l'homme qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, dénommé comme Premier ministre et chef du gouvernement de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Une très sympathique cérémonie qui a permis à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de donner les nouvelles à ses compatriotes venus l'écouter.
Les Ivoiriens, comme un seul homme, se sont mobilisés cet après-midi pour venir accueillir et saluer le chef du gouvernement. Cette cérémonie fraternelle, ces retrouvailles vont se dérouler comme suit. Nous aurons le mot de bienvenue de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Ensuite, l'intervention du porte-parole de la communauté ivoirienne, autant pour moi. Ensuite, l'allocution de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et si possible, le Premier ministre prendra quelques questions dans le public, pas plus de 4, a dit le protocole. Et puis, un cocktail va clôturer la cérémonie. Je voudrais à l'instant inviter son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les directeurs du cabinet adjoint, Messieurs les conseillers spéciaux, Monsieur le directeur national de la BCAO, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et hauts cadres de l'administration ivoirienne, Mesdames et Messieurs les responsables politiques, honorables chefs religieux, chers reines-mères, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et organisations de la société civile ivoirienne aux États-Unis, distingués membres de la communauté ivoirienne, chers amis américains et américaines, Mesdames et Messieurs de la presse et des médias, chers frères et sœurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais de prime abord, au nom de mes collaborateurs et à mon nom personnel, souhaiter à nos frères et sœurs ivoiriens, venus si nombreux pour accueillir notre illustre hôte, la bienvenue à leur ambassade, leur maison, comme j'ai coutume de le dire. Une fois encore, vous nous avez honorés en venant si nombreux accueillir le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly. Vous êtes venus si nombreux de Washington DC, de Maryland, de Virginie, de Caroline du Nord, de New York, de Pennsylvanie, je vois que Philadelphie est là. Vous êtes venus d'un peu partout pour venir honorer celui que nous honorons ce soir. Il s'agit, comme je l'ai déjà dit, du Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, qui se trouve être celui sur qui le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a porté son choix pour diriger le gouvernement en sa qualité de Premier ministre et chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Je suis persuadé que, en portant son choix sur la personnalité, il a pris en compte les compétences de l'homme. Il a pris en compte les qualités humaines de l'homme. Il a pris également en compte la longue pratique de l'administration et du secteur privé à des postes de haute responsabilité. En cette qualité, je vous invite à lui réserver un standing ovation en guise de félicitations
m'arrêter là, en vous disant une fois encore merci. Merci, chers frères et sœurs, chers enfants. Merci d'être venus si nombreux pour honorer l'homme. Je vous remercie. Nous invitons M. Biaka, porte-parole de la communauté, pour son allocution. Monsieur l'ambassadeur, Daouda Diabaté, cher grand frère, ambassadeur des Côte d'Ivoire aux États-Unis. Messieurs et mesdames les directeurs généraux, directeurs centraux, mesdames, messieurs les responsables politiques, honorables guides religieux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, d'organisations de la société civile aux États-Unis, mesdames et messieurs de la presse, des médias, distingués membres de la communauté ivoirienne, mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, permettez-moi, au nom de la communauté ivoirienne, de la région métropolitaine de Washington DC, au nom de l'UFI, en ma qualité de présidente du conseil d'administration de l'UFI et de président par intérim, je voudrais, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous dire welcome to the US, United States of America. Ici, Monsieur le Premier ministre, vos jeunes frères que nous sommes très heureux de vous accueillir. Parce que nous savons, comme l'a dit l'ambassadeur tout à l'heure, que vous êtes un homme de politique, dont la politique est votre métier. Et nous le savons. On voudrait, vous me permettre, de vous donner les nouvelles des États-Unis. Depuis le 8 novembre, nous avons un président ici, qui est M. Donald Trump. Quant à notre communauté pour laquelle je suis là, Excellence, elle se porte mal. À l'image de notre pays, avec la crise qui a sévi dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, notre communauté a besoin d'un second président pour tenir le flambeau que nous avons relevé. Cette communauté est une communauté dynamique. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est brisée par la crise qui sévit dans notre pays. Et nous nous efforçons de telle sorte que les Ivoiriens que nous sommes, qui sommes férus de management, qui avons des entreprises, que nous puissions avoir l'occasion de nous rendre à Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les responsables politiques, mesdames et messieurs les présidents d'associations et d'organisations de la société civile ivoirienne aux États-Unis, distingués membres de la communauté ivoirienne, mesdames et messieurs de la presse et des médias, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je voudrais vous dire que c'est pour moi un immense plaisir de me retrouver avec vous donc, ce soir dans ce cadre fraternel et convivial. Je voudrais donc pour cela remercier l'ambassadeur Daouda Diabaté et tous ses collaborateurs qui ont permis donc, que cette rencontre se tienne et qui ont permis que nous ayons ce retrouvailles qui sont fraternels. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais donc vous dire au nom de la délégation qui m'accompagne et en mon nom personnel combien donc je suis touché d'être là ce soir à l'occasion de cette rencontre que vous avez initiée avec les membres de la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis. Je voudrais vous dire que je suis accompagné dans cette mission par
plusieurs membres du gouvernement, donc Mme Kabadiale, ministre du Plan et du Développement, M. Aboudraman Sissé, ministre du Budget du portefeuille de l'État, M. Adama Kone, ministre de l'Économie et des Finances, Mme Anne Désiré Oloto, ministre de l'Environnement et de la Salubrité publique, M. Thierry Tano, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables. Et donc, en leur nom à tous et à mon nom personnel, je voudrais vraiment vous exprimer donc toute ma reconnaissance et tous mes remerciements pour votre mobilisation donc, de ce soir et pour cette présence donc massive. Je sais que nombreux sont parmi nous ceux qui sont venus de loin pour pouvoir participer donc à cette rencontre, comme je l'ai dit, une rencontre donc fraternelle. Je voudrais donc également donc les saluer. Votre présence donc à tous ici, de mon point de vue, donc la preuve tangible de votre attachement à notre pays, donc la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc à cet égard vous transmettre, et ceci de manière solennelle, les salutations donc, chaleureuses et fraternelles du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui, comme nous le savons tous, accorde une attention toute particulière à ses compatriotes qui vivent à l'extérieur du pays. Il me charge de vous adresser donc ces sincères remerciements pour tous les efforts que vous déployez donc, au quotidien en vue de donner donc, aux États-Unis une belle image donc, de la Côte d'Ivoire, parce que je considère que chacune et chacun d'entre vous peut se considérer comme étant ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Donc le président de la République, et votre porte-parole l'a dit tout à l'heure, vous encourage à continuer de donner le meilleur de vous-même, et ceci dans le strict respect des lois donc, en vigueur donc, ici, dans votre pays d'accueil, afin de vous insérer donc, positivement dans la société américaine et de tirer donc, le meilleur profit des opportunités qui pourront se présenter à vous dans ce pays. Alors, chers frères et sœurs, comme annoncé par l'ambassadeur, nous sommes aux États-Unis dans le cadre de la participation de notre pays aux réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Nous sommes venus avec beaucoup de pays du monde discuter donc, des questions donc, de financement. Et vous savez que les questions de financement des programmes de développement de nos pays sont abordées au cours donc, de ces réunions avec les institutions que je viens de citer. Et ce sont des institutions qui ont toujours soutenu les efforts que nous déployons donc, pour le décollage économique donc, de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez aussi, notre pays entretient d'excellentes relations avec ces institutions, notamment le FMI, où notre président y a exercé les fonctions de directeur général adjoint. Je voudrais donc vous dire qu'au cours du séjour que nous venons d'avoir, qui prend fin donc demain, nous avons eu des rencontres donc fructueuses avec nos différents interlocuteurs, que ce soit au niveau du Fonds monétaire, de la Banque mondiale, des autorités américaines, puisque nous avons été reçus dans le département d'État, le sous-secrétaire d'État par intérim, donc j'ai des affaires africaines, ou les représentants du secteur privé, nous avons été reçus par la Chambre de commerce américaine et beaucoup d'autres partenaires au développement. Nous avons donc eu des échanges fructueux et qui vont avoir des retombées donc, importantes pour notre pays. Alors, en marge donc, de ces réunions, chers frères et sœurs, il est apparu important de vous rencontrer. De vous rencontrer pour vous saluer et m'enquérir un peu de vos nouvelles. Et je viens d'avoir donc quelques nouvelles qui viennent d'être données par votre représentant. Je reviendrai donc tout à l'heure. Et donc, pour la même occasion, vous réitérez l'appel du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui vous demande de prendre une part active au développement économique et social de notre pays. C'est une première réponse à la préoccupation de notre ami. Et tout à l'heure, j'expliquerai pourquoi
les conditions sont réunies et qu'il ne doit pas avoir peur de venir en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont nombreux. Ceux qui sont déjà rentrés en Côte d'Ivoire et qui ont réussi à y développer des activités qui prospèrent et qui n'étaient pas forcément politiquement du même bord que le président Ouattara et nous-mêmes. Ils sont nombreux, qu'ils soient militaires, civils, qui ont été réinsérés certaines années dans l'administration publique. Donc n'ayez pas peur, venez en Côte d'Ivoire et je serai heureux de vous y accueillir donc moi-même. Donc que vous puissiez revenir ici pour témoigner auprès donc, de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes qu'il n'y a pas de raison donc d'avoir peur. Voyez-vous, nous avons connu une crise, c'est vrai. La crise que nous avons connue a été une crise difficile, c'est vrai. Et depuis donc 2011, le chef de l'État a lancé un processus, comme vous le savez, de réconciliation. Ce processus se déroule en plusieurs étapes et il y a quand même des informations importantes qu'il convient donc de vous donner. Aujourd'hui, il n'est pas exact de dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des prisonniers politiques. Personne en Côte d'Ivoire n'est aujourd'hui en prison du fait de ses opinions politiques. Aujourd'hui, vous avez à l'extérieur donc, des prisons, dans la vie politique donc, nationale, toutes les tendances politiques donc, qui sont représentées. Je ne vais pas me mettre à citer donc, les différents hommes politiques, vous les connaissez. Ils forment même donc, des coalitions, dont une vient de naître il n'y a pas longtemps. Et nous avons suivi un appel demandant à tous ceux qui sont proches de cette coalition de s'y retrouver. Cela a été fait sans aucun problème. D'autres personnes de cette mouvance politique ont formé des coalitions, ont participé au débat démocratique, sont allés aux élections et les Ivoiriens se sont exprimés, que ce soit au présidentiel ou au niveau du référendum. Voyez-vous, il y a eu donc la crise. Tous ceux qui ont été donc arrêtés au moment de la crise ont été mis en liberté. Mais vous et moi, nous savons tous que depuis août 2012, il y a eu des atteintes à la sûreté de l'État. On est bien après la crise post-électorale. Et tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre des atteintes à la sûreté de l'État depuis 2012, avec ou des attaques de commissariat, ou des attaques de camps de gendarmerie, ou de camps militaires comme à Kodo, sont en prison et dans tous les pays du monde. Il ne peut pas y avoir un seul pays au monde avec des responsables qui doivent veiller, parce que c'est leur responsabilité première, à la sécurité de leurs citoyens et à l'intégrité de leur territoire, qui accepteraient que les citoyens se lèvent à attaquer des camps de gendarmerie, attaquer des commissariats de police, attaquer des camps militaires. Ceux qui sont aujourd'hui en prison sont des personnes qui ont essayé, bien après la crise post-électorale, de porter atteinte à la sûreté de l'État et dans tous les pays du monde. Cela est puni. Tous ceux qui étaient des responsables politiques dans notre pays et qui n'étaient pas d'accord politiquement avec nous, avec lesquels il y a eu des contradictions qu'il y a eu, sont aujourd'hui donc dehors. Ceux d'entre eux qui y sont retournés pour certains ont été pris dans un processus d'atteinte à la sécurité de l'État, notamment pour d'autres à partir du Libéria, pour certains à partir du Ghana. Je veux donc clarifier une chose une fois pour toutes. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui est détenu en prison du fait de son opinion politique. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui détenus en prison parce que depuis 2012, après donc la crise post-électorale, ont attenté à la sécurité de l'État de Côte d'Ivoire. Et la responsabilité première du président de la République, et ceci conformément à la Constitution, est de protéger la République, de protéger les Ivoiriens. Ceci étant, les procès sont en cours. Une fois que les procès
seront donc achevées, parce que les responsabilités doivent être situées. Et même quand on parle de réconciliation, il ne faut pas regarder d'un seul côté. Il y a dans tous les processus des gens qui sont des victimes et des gens qui sont des bourreaux. Il faut situer les responsabilités de tous les côtés, de quel côté que ce soit. Et après, la Constitution donne certainement au chef de l'État des moyens pour prendre un certain nombre de décisions. Mais elle ne peut en tout état intervenir qu'une fois que la justice aura fait son travail. Et elle a commencé à faire son travail. Vous avez eu des décisions de justice récentes auxquelles vous vous gardez de faire allusion. Récemment, dans notre pays, pour les personnes, j'imagine, que vous soutenez. Alors, chers frères, je voudrais vous dire que nous sommes ici dans ma famille. C'est pour ça que l'on doit se dire un minimum de vérité. J'apprécie qu'en tant qu'Ivoirien, que moi, en tant que Premier ministre, que vous m'ayez dit ce que vous pensez. Je dois vous dire que je l'apprécie fortement. Et je voudrais aussi donc vous dire, c'est pour cela qu'avec la même franchise, mais sans que ce soit de l'acrimonie, je vous réponds en disant que vous devez parler à vos camarades dans le cadre de cette association et vous devez vous convaincre définitivement qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire. Alors cette précision donc, étant faite, je sais que pour ce qui est de la diaspora, le président vous a appelé donc, à rentrer. Pour certains, il y a eu des expériences heureuses, donc ils sont retournés au pays et ça s'est bien passé. D'autres ont pu avoir des difficultés ici ou là. C'est pour ça qu'il a été décidé par le président de la République qu'en mai prochain, un forum donc, sur la diaspora va se tenir à nouveau pour que l'on puisse faire le point de ce qui s'est passé depuis son appel et que nous puissions déceler ensemble quels sont les problèmes auxquels les uns et les autres ont été confrontés pour que nous décidions à nouveau des mesures collectives qui sont nécessaires pour préparer l'accueil des uns et des autres en Côte d'Ivoire. C'est la nouvelle que je voulais donc vous donner. Concernant le pays, je voulais vous dire que vous avez certainement donc, suivi donc, ce qui s'y est passé il y a quelque temps. Mais le pays va bien. La paix est revenue, la sérénité est revenue, le calme est revenu et le président de la République travaille à consolider cette paix et ce calme dans le pays de l'assurance. Au niveau de nos perspectives économiques, nous venons donc de discuter avec le Fonds monétaire. Je peux vous dire aussi que les perspectives économiques du pays donc, sont bonnes. Et le gouvernement donne de la charge sous l'autorité du président de la République à pour mission de traduire dans les faits au quotidien donc les orientations du président pour que chacune et chacun d'entre vous, quand je dis chacune et chacun, il s'agit des Ivoiriens dans leur ensemble, mais de vous aussi ici à l'extérieur, puissiez bénéficier de retombées de cette croissance continue de notre économie. Donc c'est à cela que nous allons donc nous attacher. Nous n'avons qu'une centaine de jours de présence donc, au gouvernement. Nous aurons l'occasion bientôt donc, de faire donc, le point et vous dire quelles sont donc les orientations donc, que nous allons prendre pour permettre d'atteindre les objectifs que le président donc, nous a fixés. Chers frères et sœurs, je ne serai pas plus long, mais je ne saurais donc conclure mon propos sans me féliciter de l'excellence retrouvée de la qualité des relations entre notre pays et les États-Unis et qui enregistre donc, depuis ces dernières années des avancées donc, significatives à tous les niveaux. Je vous félicite donc pour ces résultats parce que je considère qu'en tant qu'Ivoirien ici, que vous y avez donc contribué. Je vous invite, après tout ce que j'ai entendu donc, de votre intervention, je vous invite à la cohésion. Je vous invite à l'entente. Je vous invite à partager de l'amour entre vous. Je vous invite au pardon. C'est cela que je vais vous demander et vous dire que c'est comme ça que vous allez contribuer au développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je suis vraiment très content de ce que vraiment vous avez dit. Et c'est vrai ce que vous avez dit, puisque après
29 ans, je suis retourné au pays en mars. Vraiment, j'ai vu, après la guerre, c'était quand même bien. Et dans tous les pays où il y a eu la guerre, il y a toujours, tu vois, ce genre de choses, ça arrive. Ça, c'est vrai. Vraiment, vous travaillez. J'ai vu les échangeurs, tout ça là. Vraiment, c'était bien. J'ai un petit problème. Je suis loin de Diokwe. Mon village s'appelle Nidrou. Je suis à 20 km de Diokwe. Quand tu vas sur le tronçon de la route de Diokwe à Nidrou, il y a toujours les... donc, ceux qui contrôlent les routes, ils ne sont pas les autorités de la Côte d'Ivoire. C'est les dozos, toujours, qui arrêtent les camions et qui contrôlent les routes. Et cela, tu vois, ça ne donne pas l'assurance. On veut que, si c'était les gendarmes en uniforme qui connaissent quand même lire et écrire, ce serait bien. Mais c'est les dozos qui arrêtent les camions jusqu'à présent. Et vraiment, ça m'a paru un peu bizarre. Ça fait ceux qu'on a chassés ou qu'on a repoussés du Mont Péco ont envahi les villages et les terrains. Où moi-même je dois construire, je ne peux plus construire là. Les gens sont venus du Mont Péco et ils ont envahi là. Pas, si on ne peut pas les faire partir dans leur pays, on doit quand même trouver une place pour eux. Mais les villages sont envahis. Moi, c'est mon problème. Merci. Mais vous travaillez très bien. Je m'appelle Jean-Mazin Guetta. Je voulais dire à Kouaba et welcome to toute la délégation ivoirienne. Mon souci premier, c'est essayer d'organiser vraiment tous ces jeunes Ivoiriens qui sont venus dans ce pays, qui ont travaillé au McDonald's, qui ont pris cet argent, qui se sont payés des études, qui ont fini, pour certains, avec un master, pour d'autres, avec un PhD. Et on a entendu l'appel du président de la République. Moi qui vous parle, et avec beaucoup de modestie, j'ai fait 4 masters dans ce pays, y compris un master en terrorisme international. J'ai fini depuis 2012. Je suis parti à Abidjan. Je suis enseignant de formation dans ce pays. J'ai été proviseur dans ce pays. Je voulais enseigner le terrorisme international à l'école de police et à l'école de gendarmerie. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, toutes les tentatives ont été vaines. J'ai dépensé 42 000 $ à Norwich University au Vermont pour payer mes cours. Et nous sommes nombreux, je ne voulais pas personnaliser cela, mais nous sommes tellement nombreux dans cette situation. On veut rentrer. Ça fait 15 ans que je vis dans ce pays et je veux rentrer, juste pour servir, pas faire autre chose. Et je parle au nom de tous ces Ivoiriens qui sont à Washington, qui sont à Détroit, qui sont à New York, qui veulent rentrer et servir la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on fait? On tape à quelle porte pour pouvoir vraiment enseigner? Moi, je veux enseigner le terrorisme. C'est tout ce que je sais faire. Et c'est ce que je veux faire. Merci. J'ai 2 questions. C'est un peu politique, monsieur le Premier ministre. La première question, c'est par rapport à la décision du 13 avril de ce mois. Le gouvernement ivoirien a décidé, le gouvernement ivoirien a pris la décision d'instaurer donc la case des séjours pour les étrangers. Alors je voudrais savoir exactement qu'est-ce qui a motivé cela. Et ensuite, on nous dit que les frais de la CEDEAO ne sont pas du tout concernés par cette mesure. Alors je voudrais savoir réellement ce qui a motivé un peu cela, monsieur le Premier ministre. Voilà, deuxième question, c'est par rapport au RHDP. Je voudrais savoir où en est aujourd'hui l'accord que vous aviez signé, bon, disons, l'appel donc de Naoko, ces derniers temps, par des personnes interposées des 2 camps, nous avons l'impression que le RHDP a quelques difficultés. Alors, et M. Hassan Lawan Ouattara et M. Henri Konan Bédié avaient été clairs que la paix de ce pays repose sur ces accords de RHDP. Alors, M. le Premier ministre,
puisque vous êtes derrière, je voudrais savoir exactement quelle est la position de votre parti par rapport à la coalition. Merci. Alors, la première question concerne la présence de Dozo sur l'axe Nidrou-Kiogwe. En tout cas, ce que je peux vous confirmer, c'est que les forces régulières de sécurité dans notre pays sont bien la police et la gendarmerie. Et que les forces de défense sont bien donc, les forces armées donc, de Côte d'Ivoire. Si dans des localités il y a des situations d'exception, elles ne sont pas conformes donc, au texte donc, en vigueur, nous prenons bonne note. Donc il y a Anne Loto donc, qui est à côté. Nous veillerons donc avec elle donc, à la véracité de l'information aujourd'hui. Et si cette information s'avérait donc exacte, nous verrons donc avec le ministère de l'Intérieur pourquoi et les décisions donc, qui doivent être prises. Mais je vous confirme que notre pays a retrouvé la normalité, qu'après la crise, aujourd'hui la mission donc, des Nations Unies en Côte d'Ivoire s'est totalement achevée, consacrant de manière définitive le retour à la paix et à la normalité donc, en Côte d'Ivoire. Les seules forces habilitées à assurer donc, la sécurité donc, des personnes et des biens sont le périmètre en ville de manière un peu légale, donc la police et la gendarmerie donc, au niveau interurbain. Alors concernant le Mopéco, vous savez, c'est une situation qui est difficile. C'est une situation qui est difficile et qui fait l'objet d'une forte attention de la part donc, du gouvernement. Vous savez que nous avons avec le pays frère donc, du Burkina un accord et le traité d'amitié et de coopération qui a été signé. Nous avons d'ailleurs au mois de juillet prochain donc, une réunion de ce traité d'amitié et de coopération qui était à Ouagadougou. L'année dernière, nous avons tenu donc, la réunion à Yamoussoukro et au cours de cette réunion, les deux chefs d'État et au niveau des deux gouvernements, des décisions importantes ont été prises pour que le Mopéco soit vidé et que les personnes donc, qui y étaient, pour celles qui ne sont pas ivoiriennes, que nous travaillons ensemble pour faciliter leur retour donc, dans leur pays. Donc c'est un accord qui a été conclu donc, entre nous et le Burkina. L'engagement du Burkina sur la question est clair. Donc nous devons y travailler. Il se peut qu'il y ait aujourd'hui des situations transitoires, mais l'objectif final est connu. C'est un accord conclu entre les deux pays et donc, qui a toujours été confirmé par les autorités burkinabées. Je n'ai pas d'éléments aussi exacts que ce que vous dites en disant que donc, les localités sont envahies. Je ne suis pas sûr que ce soit totalement la traduction de ce que se passe sur le terrain, mais je puis vous assurer que l'accord conclu entre nos deux pays, c'est que le Mopéco devait être vidé et qu'après, les personnes qui y étaient donc, devaient rentrer donc, dans leur pays d'origine pour celles qui ne sont pas ivoiriennes. Naturellement, ce sont des questions humaines. Ce sont des questions humaines qui ne peuvent pas se traiter de manière mécanique. Donc se traiter avec toute l'humanité qui convient. Donc je voudrais vous dire que sur la volonté politique, sur les décisions et sur les orientations, il n'y a pas d'ambiguïté, mais que sur le processus, tout ça doit se faire donc, avec l'humanité nécessaire, surtout quand il s'agit de frères. Vous voyez, même pour ce qui concerne les différents pays, ce qui se passe donc, avec l'Europe, bon, ce n'est pas à nous, donc, dans nos pays, donc, entre nous, d'avoir des comportements qui pourraient être considérés comme étant donc, inhumains. Je remercie celui donc, qui a évoqué donc, tout à l'heure notre contribution à la Chambre de commerce. Nous avons fait notre travail, mais merci pour les mots gentils que vous avez donc, prononcés. Pour le frère qui a posé la question de ceux qui ont donc, acquis des diplômes donc, importants et qui souhaitent donc, rentrer. Alors, vous voyez, le président a créé donc, un ministère donc, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. C'est un dessein. Et
nous avons une direction générale d'ailleurs, donc chargée des Ivoiriens de l'extérieur. Plusieurs personnes de la diaspora sont rentrées. Plusieurs personnes exercent. Je peux, même sur ma droite, partant, bon, ils ne sont pas des exemples peut-être représentatifs totalement de ce que vous avez dit, parce qu'ils étaient en lien avec le pays pendant longtemps, donc sont bien connus. Mais pour des autres, pour des anonymes, il y a beaucoup aussi qui ont pu rentrer donc, en Côte d'Ivoire. Donc, alors, pour votre cas personnel, je prends bonne note, surtout que la question que vous voulez aller enseigner est une section d'actualité. Notre pays lui-même, vous le savez, fort malheureusement, a été attaqué donc, par des terroristes. Et à cette occasion, d'ailleurs, la solidarité nationale et internationale qui a été manifestée a été extrêmement forte. Donc, je prends bonne note vous concernant, mais je vous dis qu'il y a des mécanismes. Il y a une direction générale chargée des Ivoiriens de l'extérieur qui est censée recueillir. Et je sais qu'ils viennent donc de terminer un document qui est un peu les compétences ivoiriennes qui sont à l'extérieur. Nous allons donc partager cela avec l'ensemble des ministères pour que les uns et les autres voient donc, dans quelle mesure donc, certaines compétences ici peuvent être recrutées donc, dans les pays. Mais sachez en tout cas que les engagements que le président a pris donc, en la matière tiennent. Et nous allons donc au niveau du gouvernement continuer de travailler pour les traduire donc, en réalité. Alors, concernant la carte de séjour, en fait, vous savez, on a ce problème de la migration qui est devenu un vrai problème dans le débat que nous avons donc, avec l'Europe. Et dernièrement, les autorités italiennes ont saisi la Côte d'Ivoire pour indiquer qu'il y a 13 000 Ivoiriens depuis le début de cette année, donc, qui seraient aujourd'hui en Italie, en passant par des filières donc, concernant ce trafic. Alors nous avons envoyé une mission du ministère de l'Intérieur sur place. Sur un échantillon, le ministère de l'Intérieur a regardé et a constaté que pour l'échantillon sur lequel ils ont travaillé, il n'y avait que le tiers des personnes qui étaient en fait des Ivoiriens. Et que peut-être, en réalité, les gens transitent par la Côte d'Ivoire pour partir donc en Italie. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des Ivoiriens. Puisque la reconnaissance in fine de ce que ce sont nos compatriotes conduit à les refaire venir dans la Côte d'Ivoire. Donc nous nous disons, nous voulons faire revenir ceux qui sont Ivoiriens en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne sont pas Ivoiriens doivent eux repartir dans leur pays d'origine. Alors c'est pour que tout ce travail puisse sur le terme, parce que c'est une question aujourd'hui qui n'est pas prête de se régler. La question de la migration est une question importante pour les années donc à venir. Donc des décisions ont été prises au niveau du Conseil. La première, c'est que nous traitons au niveau national les filières donc, illégales donc, au niveau migratoire. On a pris des décisions spécifiques et nous sommes entendus avec les Italiens pour envoyer donc, en Italie une mission longue qui va permettre d'identifier sur une longue période quels sont les Ivoiriens. Mais comme on se rend compte maintenant que la Côte d'Ivoire est une zone de transit où les gens viennent de plusieurs pays et à partir de la Côte d'Ivoire vont donc avec des filières comme je viens d'indiquer donc dans les pays européens, nous avons considéré qu'il était important que l'on puisse établir des documents en liaison avec les consulats des différents pays, donc pour dire, ceux qui ne sont pas ivoiriens, il faut qu'ils aient des documents donc, de leur pays d'origine qui seraient titulés par donc, leur consulat. Ça, c'est pour ceux donc, de la zone CEDEAO, parce que n'oubliez pas que pour la CEDEAO, nous avons donc des accords de libre circulation donc, des personnes et des biens. Donc les contraintes que nous avons au niveau de l'espace CEDEAO ne sont pas les mêmes pour ceux qui sont hors donc CEDEAO. C'est comme l'Union européenne. Vous avez donc à l'intérieur de l'Union européenne pour les Européens donc une liberté de circulation, mais ceux qui sont hors donc l'Union européenne donc ont un autre traitement. Donc nous avons signé donc un traité au niveau de la CEDEAO, c'est ce qui fait qu'il faut différencier les ressortissants de la CEDEAO, et c'est comme ça aussi que les Ivoiriens sont traités dans les autres pays de la CEDEAO, donc c'est un accord au niveau de cet espace régional. Nous devons les distinguer
des autres donc, étrangers qui sont hors CEDEAO. C'est une classification qui est normale et totalement conforme à nos engagements. Alors, nous n'avons pas de complexe aujourd'hui. Je comprends le fond de votre question, parce que vous m'avez dit qu'elle était politique. Je vois ce qu'il y a donc derrière. Vous allez dire qu'à un moment donné, certains partis politiques se sont battus en disant qu'il y a un problème donc, avec la carte de séjour. En fait, moi j'étais au cabinet du Premier ministre Alassane Ouattara. Et c'est en 1990-91, donc au cabinet du Premier ministre, que nous avons travaillé, je me souviens, avec le groupe Thompson pour la mise en place donc, de la carte de séjour. Je me souviens encore quand c'était hier. Mais vous savez qu'après, il y a eu donc, des dérives dans le temps où le fait d'être étranger posait donc problème puisqu'il y avait des amalgames. C'est ça qui était donc regrettable. Mais aujourd'hui, dans la mesure où distinguer un étranger d'un Ivoirien est une chose normale, les obligations des étrangers sont leurs obligations et ils doivent les respecter, ceci sans qu'il y ait de discrimination, je dirais, qui soit illégale. Je pense qu'il est important pour notre pays de savoir sur notre territoire qui est ivoirien et qui ne l'est pas. C'est absolument important dans tous les pays. Mais ça n'induit pas de la part de quelqu'un qui n'est pas ivoirien un traitement qui serait un traitement, je dirais, donc anormal. Donc je considère que maintenant qu'on peut considérer que ces questions sont totalement donc, évacuées et qu'il n'y a plus, je dirais, de dérive, il n'y a plus d'interprétation. Il est bon que dans la sérénité, donc on puisse savoir sur chaque territoire qui est ivoirien, qui ne l'est pas, ou dans n'importe quel pays, qui est national et qui ne l'est pas. Sans que cela conduise pour les non-nationaux dans les traitements qui peuvent être considérés comme étant donc non conformes aux traités que nous avons signés dans les différents espaces auxquels nous appartenons. C'est pour cela que cette décision a été prise. Donc elle est prise dans le sens, je dirais, à terme, d'une protection donc, de la Côte d'Ivoire, ce qui donc, est normal. Elle est prise aussi parce que dans n'importe quel pays, les droits des nationaux et des non-nationaux ne sont pas totalement identiques, mais il y a une base de droits donc, humains qui sont des droits donc, reconnus à tous les citoyens donc, dans le monde. Et la Côte d'Ivoire fait partie du monde et doit aussi les respecter. Nous dirons qu'aujourd'hui, donc cela est possible au niveau donc, de notre pays. Concernant le HDP, tant que vous n'aurez pas entendu le président de la République, Alassane Ouattara, et le président Alikona Métier, ne dites pas qu'il y a des problèmes. C'est normal qu'en dessous, au niveau des cadres, que ça parte. C'est humain. Donc regardez les deux. Le reste, ne vous occupez pas tellement du reste. Sinon, on risque de se perdre dans la conjecture. Les cadres ont des intérêts qui sont ce qu'ils sont. Vous dites pour les biens, c'est légitime. Donc là-dessus, ne dites pas qu'il y a plus de problèmes, peut-être qu'il y en a. La position, en tout cas, des deux, il faut construire un parti unifié fort. Mais aujourd'hui, quand même, je suis Premier ministre de la République, donc je n'aimerais pas parler de politique parce que le camarade en France est peut-être pas HDP. Alors, ce n'est pas le lieu pour nous de trop développer sur la question du HDP. Je serais prêt, si le HDP me faisait une demande, à recevoir pour qu'on en discute. Ça, c'est hors micro, hein. Mais bon, il n'y a plus de hors micro avec Internet aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. Mais je voudrais donc simplement vous dire que il n'y a pas plus de problème que ça. Je n'en dirai pas plus. Merci, nous sommes. Monsieur le Premier ministre vient de me remettre une enveloppe pour les membres de la communauté. C'est une enveloppe de 10 000 $ que je vais remettre à vos responsables. Il s'agit de l'ensemble de la communauté. Il y a certains qui sont venus d'ailleurs, il y a certains qui sont ici à Washington. Donc, Monsieur le Président, vous avez été celui-là qui a porté la voix, le message de la communauté.
je voudrais vous inviter à venir réceptionner l'enveloppe que vient de vous offrir Monsieur le Premier ministre. Lieutenant Lobognon, Tico très fort. En Côte d'Ivoire, on est habitué à la paix. Oh yeah. La nouvelle religion de la Côte d'Ivoire, c'est la paix. Tous ensemble, la paix. Commandant Sangaré de Géatel, capitaine Dambaba. Aïe, Nadjiwari. Mami, aïe, Nadjissa. Gosé, Esther, mon nommé. Tu peux parler de la paix partout où tu es. Akabla Béjas. Commandant Chérif Ousmane, nous messages. Yagao, je te la connais, Yao, la paix. On a banni, on prêche la paix à Côte d'Ivoire.